Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Enfin, j'aimerais pouvoir terminer cette série de vidéos sur mes idées pour 2022 et peut-être un petit peu au-delà, puisque donc très difficile de prévoir les timings de cette année. Mais quelles sont donc les grandes thématiques d'horizon d'investissement trimestriel annuel que j'entrevois pour 2022? Et donc la dernière classe qu'on n'a pas traitée, et ce sera la plus dangereuse, c'est aussi pour ça que je l'avais gardée pour la fin, parce qu'elle est très complexe à comprendre, mais surtout aussi comprendre que c'est ici que le nerf de la guerre va se passer. Donc, premier disclaimer, quand on est effectivement sur une classe d'actifs qui est au centre du nerf de la guerre, c'est ici que vont se trouver les trades les plus piégeux, les trucs les plus dangereux, et c'est évidemment ici qu'il faudra surtout pas mettre les doigts, je parle en termes de trading actif, si vous manquez un peu d'expérience. Donc déjà, cette classe d'actifs cette année et probablement, on va dire, au courant des trimestres prochains, sera réservée aux traders les plus expérimentés. Il ne faut vraiment pas que vous essayez d'y toucher, et pourtant l'envie sera clairement là. Chercher à comprendre me semble être aussi une énorme erreur, mais juste essayer donc, comme d'hab, je vous apporter les clés de compréhension nécessaires, le minimum à savoir, sans chercher donc encore une fois à essayer de trouver la formule magique qui prédit les marchés. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Donc on restera, comme d'hab, d'abord dans le territoire des idées, j'exposerai mes idées, mais surtout on regardera dans les graphiques qu'est-ce qui doit se transposer dans la réalité pour que ces idées soient le plus rationnellement possible applicables en trading. Et donc, pas de trading pour tous ceux qui ne sont pas suffisamment expérimentés. Ok, maintenant que j'ai fait les disclaimers, donc rentrons dedans. On fait la suite évidemment des émissions précédentes, c'est pour ça que j'ai gardé celle-là pour la fin, parce que tout ce dont on a parlé avant va avoir des échos dans l'émission d'aujourd'hui. Comprendre que donc, le Forex et les commodities particulièrement. Donc la partie Commo, on va essentiellement parler des hedges inflationnistes, et la partie Forex, on va parler donc guerre de devises, et en vue donc de l'énorme problème qui nous attend dans les prochaines années, puisqu'on l'a vu dans l'émission précédente par rapport aux, on va dire, aux prédominantes cycliques. On va sur la fin d'un macro-cycle qui dure à peu près 50 ans et qui devrait se mettre en place, on va dire, on l'a vu, minimum 2024, maximum 2032, et on sait que la phase déflationniste arrive généralement entre les deux. Donc, on va dire, moi c'est toujours l'horizon que j'avais, mais bon, j'ai essayé de vous le présenter sous cette forme-là avec le modèle d'Armstrong, on va dire, entre 2025 et 2028, c'est là que va se situer la zone dangereuse d'entrer en phase de crise, puisque donc tout changement de modèle passe par une phase de crise, généralement déflationniste, puisque les cycles sont constitués par l'accumulation de dettes. Et bon, c'est sans vous rappeler qu'on a une énorme bulle de crédit sur la gueule. Donc, bien de comprendre que si la crise, on la situe par là, et l'essentiel n'est pas encore une fois de commencer à projeter les stratégies de trading pour dans 4 ans, mais juste de comprendre que si on va vers une crise majeure dans 4 ans, considérez ça comme une éruption volcanique, il y aura forcément des secousses préliminaires. Et que donc, on arrive dans les, on va dire, quelques dernières années qui précèdent normalement la fin du macro-cycle, donc on voit d'ores et déjà les premiers tremblements de terre, et d'autres arrivent dans les prochaines années. Ce qui est important, c'est donc de comprendre que je pense clairement que le prochain tremblement de terre, il est dans le Forex. Raison pour laquelle, à moins que vous soyez géologue et que vous ayez vraiment un intérêt à spéculer sur un tremblement de terre, je vous invite à surtout donc vous protéger, c'est-à-dire ne pas vous mettre dans les zones à risque, et comprendre que si le tremblement de terre il arrive, quels sont les impacts que pourrait avoir sur les grandes classes d'actifs dont on a parlé. Voilà pourquoi on parlera du Forex. Donc j'éviterai de trop rentrer dans les stratégies de trading effectives, mais de vous faire comprendre quels sont les impacts que pourraient avoir les deux grands scénarios, puisque comme d'hab, je vous rappelle qu'on fait de la gestion du risque, et qu'on ne fait pas de la boule de cristal. Donc en fonction des deux grands scénarios majoritaires, qu'est-ce qu'il faudra attendre sur les différentes classes d'actifs? Et donc ne transposez pas ça, s'il vous plaît, en stratégie de trading, si vous n'en avez pas les capacités. Voilà. Et pour ceux qui le peuvent, on essaiera de trader certains de ces scénarios. Ok, pour la partie commodities, donc comme on l'a dit, le principal argumentaire qu'on va développer ici se situera au niveau des hedges inflationnistes, et donc bien de comprendre que l'inflation est là pour durer et que la situation stagflationniste, qui est donc la hausse des niveaux de tension monétaire qui devrait conduire inévitablement à la crise déflationniste à terme, c'est-à-dire une très hausse inflation et un capping de la croissance, avant donc normalement un dernier shoot, un dernier overshoot de retour de croissance avec une forte inflation. Normalement, c'est là que se créent les grosses bulles spéculatives qui annoncent inévitablement l'effondrement derrière et la déflation. Alors effondrement, je me rappelle encore une fois, pas cataclysme, etc. Juste déflation égale on sort du système de dette, on détruit la dette, on crispe littéralement le système. Alors évidemment, c'est généralement pas des années très joviales, mais voilà, il faut passer par là, c'est des cycles d'accumulation de dette et de libération. Voilà.
Ok, donc, si tremblement de terre il y a sur le Forex, comme on sait à peu près déjà que la nature de la prochaine crise est donc basée sur la dette, quelle forme elle prendra dans la vie réelle? Bon, on s'en fout un peu, ce qui est important c'est surtout de comprendre donc que la phase précédente, la plus logique, c'est la guerre des devises, celle dont je vous parle depuis un bon moment. De comprendre que ce cycle de dette et d'accumulation de dette, il passe généralement par 3 phases. Donc la phase de recovery post- crise précédente, comment vont se positionner les différentes économies, etc. Puis revient donc les phases de croissance organique, etc. Les économies produisent, etc. Puis vient la phase où le ralentissement économique commence à se mettre en place et où les soutiens monétaires commencent à se mettre en place. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, on va dire, dans les dernières années, à partir de 2012-2013, la croissance organique de ce macrocycle de 50 ans ralentit, et comme les marchés sont basés sur les rythmes de croissance, qu'est-ce qu'on fait? On stimule une croissance, surtout une croissance des prix, et des prix de marché principalement, en soutenant donc via différents modèles, et le modèle qui s'est imposé au sein de ce cycle de dette, c'est le QE, c'est-à-dire l'utilisation de la planche à billets centrale pour imprimer de l'argent dans les marchés secondaires principalement, et c'est évidemment pendant plusieurs années, tout ça n'a pas du tout percolé dans l'économie réelle, ça a juste fait gonfler les prix de marché et les valorisations de marché. Aujourd'hui, évidemment, donc c'est pas le cas, puisque donc le Covid a transformé cette crise, enfin on va dire a transformé cette émission de dette purement financière dans les marchés et les marchés de produits dérivés, est arrivée donc dans le monde réel. Voilà l'état des lieux, c'est le principal effet qu'a eu le Covid, de transposer le problème de dette financière et donc de leveraging des produits financiers dans la vie réelle. Autrement dit, cette fois, il ne fallait pas juste soutenir Wall Street, il fallait soutenir le compte en banque des gens. Donc là, immédiatement, c'est la première fois donc, que l'impression monétaire centrale, directe ou indirecte, a percolé dans l'économie réelle. Et là, tout de suite, les effets sont assez visibles. Quelques mois après, l'inflation monte tout de suite. Ok, donc là, le principal problème auquel on est confronté, c'est qu'on a des problèmes systémiques d'ordre supply chain et qu'en plus de ça, donc, on se mange maintenant de l'inflation dans la vie réelle. Problème. Donc, premier assessment qu'on va faire, parce qu'il faut le faire. L'inflation n'est absolument pas mesurée correctement aux États-Unis. L'inflation est bien plus forte aux États-Unis qu'elle ne l'est dans les autres pays du monde. Alors je ne parle pas des pays en crise, dans lesquels évidemment la devise est absolument mal gérée depuis des décennies, mais on va dire parlant des grands pays, d'accord, celui qui, post-Covid, va subir le plus d'inflation, c'est les États-Unis, tout simplement parce que c'est ceux qui ont appuyé sur l'accélérateur monétaire bien plus fort que les copains. Et on le rappelle, ils pouvaient le faire puisqu'ils avaient donc une très large marge de manœuvre comparé à leurs collègues qui étaient déjà beaucoup plus endettés en termes de dette sur GDP. Donc, ils avaient la place de faire des conneries, et évidemment, ils ont sauté les deux pieds dans le plat. Donc, ils y sont allés très fort, ce qui leur causera évidemment une très forte inflation. Le resserrement monétaire aux États-Unis, c'est encore une fois de l'eau sur un feu, ça ne l'éteindra pas, mais bien comprendre donc que l'inflation est là, et qu'elle est là pour durer, et qu'elle sera bien plus forte aux États-Unis qu'elle ne le sera ailleurs. Elle sera globale, mondiale, mais bien plus forte aux États-Unis, puisqu'il y a eu un laisser-aller monétaire assez dangereux qui a été fait par la Fed. Donc, ça, c'est l'état des lieux. Donc, inflation plus forte égale, normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une hausse des prix, on a une perte de valeur de la devise. Donc, le leitmotiv actuel, qui est à mon avis complètement faux, est celui donc que le dollar va jouer son rôle de devise de réserve, etc., et que la panique financière dans laquelle on se dirige devrait, dans un premier temps, se constituer par un repli vers le dollar. Ok, ça, je pense que c'était 2021. C'est-à-dire effectivement dans l'indécision, malgré le fait que le dollar aurait dû être massivement dévalué face à l'ensemble des devises, on a vu un scénario inverse, le dollar s'est beaucoup plus renforcé par rapport à beaucoup de devises. Sauf la devise chinoise, et on va y passer. Voilà. Donc bien comprendre qu'ici, le premier référent qu'on va faire, c'est qu'on va donc sortir, on va mesurer les devises l'une face à l'autre, mais on va utiliser un truc qui est assez utile, c'est ce qu'on appelle le World Currency Unit. Comme on est dans un système de dette perpétuel, hein, donc avec des cycles de dette de 50 ans, bien de comprendre que le World Currency Unit, sans rentrer dans son méthode de calcul, etc., c'est ni plus ni moins qu'un panier de dettes liquides qui sont mis en place pour, on va dire, représenter une valeur universelle, entre guillemets, puisque donc c'est des dettes de plusieurs pays, etc., agglomérées pour, entre guillemets, on va dire, c'est une mesure de pouvoir d'achat mondial. Pour faire simple. Bon, évidemment, je vous invite à creuser un peu plus si vous voulez aller plus loin, mais j'ai pas le temps ici. Donc, commençons un peu ce truc-là. Allez passer sur des graphiques. Donc, si on regarde en devise World Currency Units, ce qui est assez intéressant ici, c'est donc on voit le pouvoir d'achat relatif des différentes devises. Bon, donc, je vous montre le lien, encore une fois, avec les macrocycles. Le pouvoir d'achat américain baisse très significativement avec la mise en place des
QE. Et évidemment, donc, la phase de resserrement monétaire qu'on voit ici devrait freiner cette dynamique, mais les amis, ça, c'est à une grosse tendance baissière, mais on arrive donc sur un bad range. Donc, bien noter que par rapport aux années 2000, on est quand même sur des zones où le débasement du dollar, eh ben, ça dépend quelle va être la politique monétaire des années suivantes. Mais pour l'instant, il faut bien comprendre qu'avant d'inverser une dynamique pareille, ça va être compliqué. Autrement dit, il y a énormément de résistance au-dessus de la tête et on est toujours dans la partie basse de ce canal, ce qui veut donc dire qu'on tire beaucoup plus facilement vers les supports et que les supports sont très fragiles. Si on fait la même chose en Chine, aïe aïe aïe, c'est là où on commence à comprendre le grand basculement dont parlait et notamment Monsieur Armstrong, et ça fait partie de mes idées aussi, donc ce grand basculement vers la Chine et donc cette crise de valeur qui en sera probablement le catalyseur, qui est tout simplement qu'on n'a plus de notion de valorisation aux États-Unis et on en perd de plus en plus le nord avec cette impression monétaire rocambolesque qui est la place des dernières années et le grand n'importe quoi du Covid, alors qu'évidemment donc la gestion monétaire côté chinoise, beaucoup plus à la méthode chinoise, n'a rien à voir. Autrement dit, le grand transfert de valeur se fait d'ores et déjà en arrière-plan, mais il ne se voit pas du tout dans la vie réelle, puisque pour l'instant, on perçoit toujours sans grand problème que les États-Unis restent la première puissance, etc. Si on regarde le Japon, bon, bah évidemment, sans grande nouvelle, là, on est sur une grande déferlante baissière également, mise en place des QE perpétuels. Eux, ça fait je ne sais pas combien de temps au Japon qu'ils se font démonter leur valeur. Et évidemment, donc, l'Europe, plutôt neutre. Évidemment, tout le monde dit l'euro, c'est de la merde, l'Europe va éclater, etc. Bon, ça, c'est toujours pareil. C'est souvent, on va dire, des gens qui ont des idéologies néolibérales et conservatrices, qui ont ce type de modèle-là, qui pensent à dire, donc, comme toujours, l'Europe est la plus grande perdante, etc. Bon, je pense pas du tout que ce soit le cas pour les prochaines années. En tout cas, c'est pas les modèles que j'utilise personnellement. L'Europe, évidemment, perd du pouvoir d'achat comme tout le monde, puisqu'on se dirige vers une crise, mais bien de comprendre que chacun va le faire à son rythme. Et que pour l'instant, ceux qui attaquent cette crise avec le plus fort momentum baissier, c'est principalement les États-Unis, dû à leur dérive monétaire de ces dernières années, qui les enferment évidemment donc dans un modèle où pour obtenir un point de croissance, il va falloir dépenser au carré par rapport à l'année précédente en termes de dette, et évidemment donc ce principal problème que c'est un chat qui se mord la queue, on ne peut pas arrêter ce système-là, puisque si on l'arrête, eh bien on aura le déclenchement prématuré de la crise de dette. Ce qu'on a dit, c'est que cette crise de dette, elle arrivera probablement pas avant 2026-28, donc ce qu'on va voir, c'est une dérive monétaire inévitable. Et évidemment, la forme qu'elle prendra reste encore très impossible à prédire. Donc le principal candidat ici, c'est pas nécessairement de regarder l'euro-dollar. C'est vrai que beaucoup se disent ah, mais l'euro-dollar, c'est le nerf de la guerre, etc. Je suis pas d'accord. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est USD CNY. Puisque c'est effectivement là qu'on l'a vu, le CNY en termes de pouvoir d'achat reste la devise qui, pour l'instant, en termes nominal, maintient le plus son pouvoir d'achat, ce qui n'est pas du tout le cas des États-Unis. Donc bien comprendre qu'évidemment ce qu'on voit en USD CNY, c'est la très grosse perte de valeur du dollar par rapport, évidemment, donc, au CNY. Donc là, si on regarde en termes de change, d'accord, de marché de change, l'USD CNY, c'est là que tout se passe. Donc là, évidemment, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a eu un mécanisme inverse avant, c'est-à-dire une très très forte tendance haussière. Le dollar était bien plus fort que le yuan renminbi. Et aujourd'hui, donc, évidemment, cette dynamique qui s'inverse. Donc, bien comprendre que oui, cette dynamique va donc très probablement permettre à la valorisation en dollars de corriger un petit peu tout ça, mais il y a une limite. Donc c'est bien de comprendre que cette année, on va probablement voir ce mécanisme s'inverser. C'est-à-dire que très probablement, on aura une année 2022 en poursuite des tendances historiquement en place, puisque là, on a plutôt l'air d'avoir affaire à une consolidation de type baissier. Je ne peux pas avoir les indices en trimestriel, mais on voit bien que pour l'instant, la constitution se fait sous forme d'un canal baissier. Mais bien comprendre que la marge est très limitée. D'accord ? Une fois qu'on aura atteint ce bottom, très probablement, les problèmes systémiques de la Chine vont ressurgir. La Chine a ses propres soucis également. Il ne faut pas croire que les États-Unis, c'est tout pourri et la Chine, c'est tout génial. On en est très très loin. Mais pour l'instant, les tendances en place, et comme je vous dis, dans des structures de range, bon, les lignes de tendance ont généralement tendance à être construites juste pour être cassées. Donc j'ai fort à penser que, évidemment, on devrait continuer cette dynamique en 2022 sans que pour autant ce soit la fin du monde. Donc bien comprendre qu'il n'y aura pas de tendance claire en 2022 entre cette bataille États-Unis-Chine. Pour moi, le modèle à suivre dans les prochaines années, c'est plutôt cette guerre inéquilibrée mais permanente entre ces deux fortes puissances qui se battent sur plusieurs terrains géopolitiques, sur le terrain monétaire et sur le terrain valeur, c'est-à-dire pouvoir d'achat et stockage de richesses. Et donc pour l'instant, on l'a vu, les dynamiques en place
tendent à prédire que normalement, en termes de valeur, le grand changement sera très favorablement pour la Chine plus que les États-Unis. Mais ça se fera avec différents cycles. Et il y aura probablement l'inversion d'un cycle avant, c'est-à-dire qu'on aura probablement une reprise de valeur du dollar dans les prochaines années, avant la fameuse crise et le fameux transfert de valeur en faveur des actifs plutôt en Chine. Voilà ce qu'on avait donc dit. Si on regarde les autres trucs, puisque donc le dollar, c'est principalement celui qu'on a dit l'actif de l'année qui va poser des problèmes, puisque c'est là qu'on devrait voir les premiers craquements en fait. C'est plus de comprendre que l'étalon dollar en devise de réserve mondiale, c'est ce qui va probablement être renversé dans la prochaine crise. Pour passer sur quel modèle, on n'en sait rien. Bon, il y a plein d'alternatives, et notamment les cryptocurrencies. Si on a le temps, on en reparlera. Mais bien donc de comprendre que c'est probablement ça, la seule chose qui est acquise dans les prochaines années, c'est la perte de l'aspect devise internationale du dollar américain. Ce qui va donc évidemment catalyser pas nécessairement une très forte perte de valeur du dollar en termes de devise locale pour les Américains, mais bien de comprendre que pour le reste du monde, ça va changer beaucoup de choses. Et principalement, finir enfin l'extraterritorialité du droit américain dû à l'utilisation de son dollar partout. Parce que c'est la fin d'un cycle et que ça semble plus ou moins être parti pour. Donc si on va là-dessus, c'est notamment sur le dollar qu'on doit voir les premières craquelures et les premiers tremblements de terre de ce gros changement qui devrait nous attendre dans les prochaines années. C'est là où on va donc devoir rentrer. Donc le premier tremblement de terre sur l'euro-dollar, pour moi, il est plutôt net, puisqu'on le voit ici, on a affaire avec un gros range. Donc ce dont à quoi je m'attends, c'est tout simplement de dire on ne sait pas exactement où tout ça va aller. Alors je regarde USD-euro, comme ça vous avez la même direction. C'est donc comprendre que l'euro-dollar, celui que vous avez l'habitude de voir, il est inversé à ça. L'euro-dollar actuellement, il baisse, mais on voit bien qu'à moyen terme, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de direction claire, mais bien de comprendre qu'on accumule pour le prochain tremblement de terre. Bien comprendre que ce tremblement de terre, quoi qu'il en soit, ne doit pas être dirigé de manière radicale. Bien de comprendre que ce qu'il y a ici, c'est un marché qui peut partir dans les deux sens, mais qui de toute façon reviendra plus ou moins au calme, avant le méga problème des années suivantes. Et qu'on risque d'ailleurs en plus de taper dans les deux sens. C'est ça qui me gêne dans la plupart des discours de gens qui prévoient des tendances dans les années à venir sur les devises. Non, ce qu'on va avoir, c'est des chocs. Donc, le principal problème, c'est que si vous tradez le Forex, il va falloir parier sur la direction du choc. En sachant que si vous ne sortez pas au bon moment, le choc partira dans l'autre sens derrière. Donc il y aura probablement un effet de contre-pied absolument dangereux, et c'est de la volatilité pure. Donc voilà pourquoi je vous dis d'éviter de toucher le Forex, et d'éviter de le comprendre. C'est juste de comprendre que dans tous les cas, normalement, ce choc devrait taper le dollar dans les deux sens. Soit on commence par un dollar très faible, puis un dollar qui se reprend, c'est mon avis personnel, mais je peux me tromper, puis c'est quasiment une chance sur deux ici. Et le cas inverse, c'est-à-dire effectivement on part d'abord sur un repli magistral vers le dollar, un dollar devise refuge, etc., avant qu'évidemment il perde très vite ce statut au profit soit d'autres devises, soit de devises alternatives, type Bitcoin, etc. Et donc bien de comprendre que de toute façon ça tapera dans les deux cas. La question, c'est quel cycle sera le premier. Et bien ici, bien malin celui qui sait, puisque effectivement, pour l'instant, donc tous les traders de tendance vont dire ouais, l'euro-dollar est à la baisse, ça vaut mieux trader à la baisse. Ouais, c'est bien, jusqu'à ce que soit ça parte là, soit effectivement on casse la ligne de tendance. Pour l'instant, c'est vrai que on arrive plutôt sur la résistance. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à dire bon restons calmes, c'est pas vraiment le moment de chercher à complexifier cette musique. C'est surtout que moi j'ai surtout habitude de dire que les marchés en range ont normalement une facilité à taper deux fois dans un sens puis deux fois dans l'autre. Et qu'il y a une très forte dynamique baissière du dollar face à l'euro. C'est-à-dire l'euro-dollar est en dynamique haussière de long terme. Bien donc de comprendre que ici, moi j'ai beaucoup plus de chance à dire ok, on a fait nos deux coups en bas, ok, on a fait nos deux coups en haut, j'ai plus de chance à penser qu'on va faire deux coups en bas sans nécessairement casser le bottom. Puisque je pense, comme je vous l'ai dit, que ce qui nous attend, c'est plutôt un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai plutôt tendance à dire un choc baissier, puis une reprise haussière, et puis évidemment, donc fini le choc, etc. Et je ne suis pas certain qu'évidemment le choc haussier nous ramène vers de nouveaux plus hauts, mais bien de comprendre que ça peut être très volatile et que pour l'instant, de toute façon, on tend plutôt à osciller vers une valeur médiane, on va dire de 0,85, ça fait du 1,15 à peu près pour l'euro-dollar. Voilà la dominante à comprendre par rapport à la mécanique euro-dollar. Ceux qui ont une vision tendancielle auront peut-être raison d'abord avant d'avoir tort. Il faudra, à mon avis, raisonner range sur le transposition de valeur entre l'euro et le dollar dans les prochaines années. Le grand transfert de valeur se fera dans la phase déflationniste et bien malin celui qui saura de quelle tendance ce mouvement sera.
Évidemment, donc là on regarde USD-MXN, hein, donc là c'est le principal problème ici. Bon, je ne vais pas rentrer dans les thématiques géopolitiques, mais bien de comprendre que dans cette guerre États-Unis-Chine, qui sera le centre des attentions, plus on se dirigera vers cette crise déflationniste, bien de comprendre donc que la Chine se dirige vers l'Afrique et que les États-Unis se dirigent vers l'Amérique du Sud, passant par le Mexique, bien entendu. Hein, tout simplement parce que les modèles de gouvernance sont toujours dus à la soumission d'un peuple pour obtenir sa propre croissance. Donc la Chine, évidemment, va essayer d'extraterritorialiser ses problèmes en Afrique, hein, donc pour éviter que tout soit produit en Chine, on va aller demander aux Africains de travailler au nom de la démocratie ou de la théologie chinoise. Et puis évidemment aux États-Unis c'est la même chose, hein, évidemment on va leur ramener la démocratie à ces barbares du Sud-Est, enfin à ces barbares de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud. Donc voilà, évidemment l'Amérique fait tout pour asservir les peuples d'Amérique du Sud, et évidemment la Chine fait tout pour ouvrir l'économie africaine au libre-échange façon chinoise. L'USD-CHF, très très intéressant à mon avis à regarder cette année, puisque là on est sur une vraie belle structure tendancielle. Là on a quasiment la vision sur le cycle entier, hein, je vous rappelle ce fameux cycle de 50 ans. Donc c'est là qu'on voit l'épuisement de la dynamique baissière, très en faveur effectivement donc, du CHF. Donc de se dire ici, ce que je recherche principalement, c'est pas de la positionnement, hein, puisque là on est vraiment sur un positionnement en reverse, en fin de tendance. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on commence à installer de la valeur au-dessus des résistances, alors qu'on a ce schéma mature, hein, d'overlap de résistance à support, et ce schéma baissier en 5 vagues, si on repasse la moyenne, pour moi ça traduira à la fin. Mais on voit très bien qu'entre USD et CHF, bon, sans vous le mentionner ces dernières années avec les problèmes qu'on a eu entre euro et CHF principalement, il se pourrait qu'on ait encore une attaque baissière finale sur ce truc-là. Ça ferait probablement gagner du temps. Mais donc restons prudents, hein, par rapport à ce truc-là. Ici, donc pas de positionnement spéculatif, on est sur de la stratégie en reverse. Donc là, c'est plutôt de l'observation. Soit on a une attaque baissière, soit on franchit les moyennes, ce qui traduira pour moi la fin de ce schéma-là et l'entrée en cycle correctif. L'USD-GBP, lui, bon, bah, pas réellement de dynamique, mais on voit qu'effectivement, on est plutôt sur un range haussier, mais il n'y a pas de dynamique de fond principale. On tape deux coups dans un sens, tac, tac, tac. Donc j'ai plutôt tendance à penser ici, encore une fois, qu'on est reparti plutôt pour deux coups dans le sud. C'est-à-dire ici, je tablerai plutôt, hein, sur une dynamique moyen terme défavorable au dollar plus que face au GBP. Et donc là, notre grand big boy, hein, comme on l'a dit, celui-là, on est actuellement sur support, sur une trendline dans un range, et on a déjà des alertes de range, m'invitant à penser qu'ici, les cassures peuvent se produire, mais elles seront, comme on l'a dit, de courte durée. Je pense que ces cassures sont techniquement inévitables, ou en tout cas, c'est celles qui sont le plus probables. Raison pour laquelle, moi, mon choix s'oriente très légèrement, on va dire, sur du 51,49, à une baisse du dollar d'abord, mais assez épidermique, donc il faudrait encore une fois un choc pour digérer ça. Ce choc, bon, ben... pas besoin de dire qu'effectivement la normalisation de la politique monétaire américaine pourrait être un de ces catalyseurs. Puisque tout a été pris de contre-pied, hein, je vous le dis, normalement la normalisation de la politique monétaire américaine devrait faire monter le dollar, réduisant donc le tuyauterie et l'impression de nouvelles devises, plus ou moins comme on l'a dit, soit directes, c'est-à-dire dans l'économie réelle, soit indirectes dans le mécanisme financier. Quoi qu'il arrive, on comprend que ces quantités d'argent devraient être réduites. Mais pour autant, le dollar ne fait que monter depuis plusieurs mois. Donc, est-ce qu'on n'aura pas l'effet inverse, c'est-à-dire que tout a été anticipé, que cette normalisation monétaire est déjà dans les prix du dollar et qu'on va simplement vendre la nouvelle? Et dans ce cas-là, bah, on pourrait effectivement assister à une chute du dollar, complètement illogique, hein, donc, par rapport au temps réel. Le temps réel voudrait plutôt donc, que les fondamentaux soutiennent le dollar, et pour autant, il partirait à la baisse, voire même casserait un support. Comme on l'a dit, ça pourrait être assez épidermique, et ça pourrait donc ressembler à un tremblement de terre, quelque chose d'assez illusoire, contre-intuitif, et très volatile. Et évidemment, derrière, impossible de prédire le point bas, et puis ça rebondit très violemment. Donc voilà moi le scénario, mais comme je vous l'ai dit, impossible de prédire ça, c'est un plan, et je sais qu'il est très probable qu'il échoue, c'est quasiment une chance sur deux. Donc les expositions doivent être marginales, et bien entendu, si les trades se déclenchent, hein, on ne va pas sur le lancement de tendance à horizon 4-5 ans, mais bien comprendre qu'on aura de la volatilité pure. Une fois qu'on traite des prix très excessifs, on ne cherche pas à sortir au plus bas, au plus haut, etc. Bref, on prend ses profits et on essaye éventuellement de partir dans l'autre sens, ou tout simplement on regarde le spectacle et on évite de toucher. Qu'est-ce que ça nous donnera en termes d'activité de trading si on se qualifie par rapport aux cryptos? Donc là je vais regarder plutôt crypto total. Ok,
C'est bien de comprendre donc que si on a d'abord l'aspect dévalorisation dollar, c'est aussi pour ça que je favorise ce scénario-là, d'accord, une très forte baisse du dollar alors que la politique monétaire américaine entre en phase de normalisation, donc vraiment un contre-pied par rapport au sens économique des choses, on aura donc ce que je pense, c'est-à-dire une très forte reprise des cryptos, très probablement pour un retour en ATH, avant que, évidemment, l'aspect inverse, c'est-à-dire le refuge dollar, se mette en place et crée des consolidations. Évidemment, comme la dynamique crypto, elle est de toute façon toujours haussière à moyen terme et qu'on a fait ces breakout multi-time frame dont on a parlé de nombreuses fois, je ne vois pas comment on ne maintiendra pas des creux sommets ascendants. Ce qui m'invite toujours à penser que l'aspect reprise épidermique du dollar et franchissement de résistance, bah, ça catalyserait probablement la cassure, en tout cas le retour vers le support majeur. Donc je doute qu'on ait la cassure, mais je pense que dans ce cas-là, si on va vers un dollar très fort, eh ben, il y aura probablement un contre-pied assez puissant au niveau des cryptocurrencies, c'est-à-dire qu'on ira probablement chercher le bas de range, ou que tout rebond technique des cryptos seront très facilement vendus, et dans ce cas-là, donc on s'installerait dans le fameux 2022, l'année du gros range à la con, en attendant que le dollar finisse son excès donc haussier, et puis entame le contre-pied baissier. Et dans ce cas-là, le contre-pied baissier catalysera une hausse fulgurante des cryptos, peut-être qu'en 2023, ou en tout cas, il faudra attendre la baisse du dollar dans ce cas-là. Donc le principal contre-pied dont on parlait en soi dans nos deux grands scénarios crypto, c'est principalement lié au dollar. Si le dollar, maintenant que la politique monétaire se normalise, part très rapidement au sud de façon épidermique, alors on parle encore une fois de trade trade mensuel, trimestriel, donc on parle de 1, 2, 3, 4 mois de baisse éventuellement sur le dollar, 6 mois grand maximum avant que la politique s'inverse, hein, d'accord, mais bien d'une prise de contre-pied de la stratégie de normalisation de politique monétaire aux États-Unis. Dans ce cas-là, bah, très rapidement, un cycle haussier hebdomadaire sur les cryptos, etc., etc. C'est pour moi le scénario le plus probable techniquement quant à la situation technique, à la fois des indices boursiers américains face aux indices européens, on va le regarder juste après. La même chose par rapport au positionnement des cryptos, mais bien donc de comprendre que ça ne peut pas être un scénario unique. C'est juste pour moi le plus probable, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si je regarde aussi donc d'un point de vue valorisation indicielle, donc si on regarde le S&P 500, hein, d'accord, en termes dollars, bon, bah, on voit bien qu'ici on est vraiment sur du grand n'importe quoi, hein, on est sur de la folie furieuse, mais si on regarde ça à travers les yeux d'un investisseur européen, d'accord, bah, on voit que, alors pardon, là c'est quand même assez chelou, alors je ne sais pas s'ils prennent en compte le taux de change, je ne crois pas réellement, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Bon, on va rester plutôt sur une thématique 1 dollar dans ce cas-là, mais regardez, donc si on la joue comme ça, d'accord, donc le prix du S&P 500 pour un investisseur américain, c'est le principal hedge contre l'inflation, donc puisque si on ajoute ici malheureusement le CPI, c'est-à-dire que là j'aimerais bien avoir un vrai CPI, on sait que l'inflation aux États-Unis n'est absolument pas calculée de la même manière qu'au reste du monde, hein, donc quand vous avez une inflation mesurée par exemple à 6% en Europe et 6% aux États-Unis, c'est pas du tout les mêmes choses qui sont mesurées. Aux États-Unis, on est plutôt sur le double, on est sur du 12 à 15%, alors qu'en Europe, on n'est effectivement pas trop loin de ces 6% réellement. Donc, on compare des choses qui généralement sont incomparables, et c'est là le principal problème qui pourrait, à mon avis, déclencher une vraie panique sur le dollar. Le dollar, en soi, c'est un gros menteur, c'est un gros mytho. Toutes les statistiques qui permettent d'ancrer la valeur sur le dollar sont fausses. Et je veux dire, toute personne le sait, les économistes eux-mêmes le disent, les mesures directes ou indirectes de valorisation du dollar, c'est du grand n'importe quoi, puisque c'est complètement pipoté depuis des années. Et le pire, c'est que c'est connu. Hein, voilà. On sait que le CPI ne mesure pas le vrai CPI, on sait que le taux d'emploi américain ne mesure pas du tout le vrai taux d'emploi américain. Et évidemment, donc après, on compare des choses qui n'ont aucun lien réel. Donc c'est quand même assez fou de dire, voilà, l'inflation aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en Europe, elle est 2 fois plus grande. Bon, voilà. Et pourtant, si on regarde les chiffres, c'est probablement la même chose. Donc ça, c'est complètement fou furieux. On regarde l'emploi aux États-Unis, c'est le plein emploi, 4% de chômage, c'est fantastique. Et en Europe, ah bah c'est tout pourri, etc. Ben non, c'est pas du tout pareil. En soi, il y a toute une part de la population américaine qui est dans un dépit fou furieux, puisque évidemment là on est dans l'extrême pauvreté. Mais donc bien de comprendre que ces thématiques-là posent énormément de problèmes dans la valorisation et la représentation de la valeur du dollar. On est sur un gros mytho, hein, pour ma part, sur la valeur en dollars. Et ça pourrait être un réveil sur les métriques dollars complètement faussées et pipotées depuis des années, qui pourrait catalyser donc cette perte de valeur du dollar temporaire, peut-être au profit des cryptos ou d'autres devises pour l'instant, mais ce fameux tremblement de terre sur le dollar. De court terme, par rapport à l'échelle des temps dont on a parlé, plusieurs années. Mais ça pourrait taper en 2022, et ça pourrait même taper dans les deux sens, comme on l'a dit. 6 mois de baisse forte sur le dollar, et puis 6 mois de reprise extrêmement forte derrière sont possibles. Voilà, donc regardez le marché d'échange, hyper important, mais ne pas prendre de stratégie directionnelle. Si je vous dis ça, c'est donc parce que derrière, si je regarde le DAX, alors pourquoi qu'il a disparu mon pote le DAX, je vais le remettre. Je sais pas pourquoi, il y était tout à l'heure.
Ok, bon. Donc, si je regarde mon pote le DAX, ok, et que là, du coup, je le transpose en dollars. Ok. Donc, bien comprendre que le DAX, pour un investisseur américain, hein, c'est pas très très sexy. Vous comprenez pourquoi les Américains sont toujours très ethnocentrés, hein, c'est très chez eux, etc., etc. Ça pourrait radicalement changer. C'est-à-dire que si d'un coup, le dollar venait à perdre beaucoup de sa valeur relative face à l'euro, effectivement, dans ce cas-là, des marchés européens pas excessifs du tout pour un Américain. Hein. Je vous rappelle que la même bourse aux États-Unis, en dollars, hein, c'est la stratosphère. Je vous rajoute ici Alors, on regarde le DAX en plus, hein, donc on regarde plutôt le performeur européen. Donc ici, par exemple, on pourrait rajouter le Dow Jones ou le Nasdaq. Bon, peut-être pas. Bon, on va regarder le Nasdaq, même si c'est quand même un peu furieux. Hop, si on regarde le Nasdaq, New Price Scale. Voilà, vous comprenez donc que pour un investisseur américain, c'est vachement plus chouette d'investir chez eux. Mais c'est bien de comprendre qu'aujourd'hui, si on se dirige vers un choc sur le dollar, c'est probablement le Nasdaq qui va se prendre la plus grosse des quenelles, et bien de comprendre que dans ce cas-là, en valeur relative, ça pourrait être intéressant, pas nécessairement pour rechercher forcément de la performance en Europe, la dynamique consolidante peut rester en place, mais bien de comprendre qu'en termes de stockage de valeur, pendant cette phase épidermique sur le dollar, les actions européennes pourraient techniquement être intéressantes, et particulièrement le secteur value. Mais pas que. On voit aussi que dans ce cas-là, tout ce qui pourrait être hedge contre la perte de valeur temporaire du dollar, type crypto, etc., pourrait être très intéressante. Et surtout la partie commodities. Voilà pourquoi c'est le dernier pan de mon analyse et que je vous dis donc de faire très attention et principalement à l'aspect donc métaux précieux, puisque donc hedge contre une perte de valeur, généralement on recherche effectivement les actifs qui peuvent stocker de la valeur. Voilà pourquoi je regarde de très près les métaux précieux qui ne donnent pour l'instant toujours absolument aucune direction, mais on voit très bien sur le gold les deux zones spéculatives. On voit bien qu'on est en tendance haussière, ce qui pour moi shift les probabilités vers plus de chances d'aller d'abord taper la zone des 1950-2000 avant probablement donc d'entamer une phase de consolidation, et ça vient encore une fois alimenter le scénario qu'on a vu, c'est-à-dire d'abord une perte de refuge dollar, puis on revient sur effectivement un dollar refuge très fort et on délaisserait dans ce cas-là le gold, et on aurait un rejet sur une ancienne troisième borne, ce qui me semblerait assez logique. D'accord ? Le scénario inverse serait donc venir d'abord taper la zone basse, et évidemment la perte de valeur dollar derrière catalyserait probablement de très gros excès sur le gold. Dans ce cas-là, il faudra effectivement recharger ou envisager un rechargement du gold sur les niveaux de support inférieurs. Voilà ma stratégie donc pour le gold. Donc comprendre que pour l'instant je joue des achats avec des prises de profit dans ces zones-là, donc pas des achats to the moon, etc. Mais bien de comprendre que je joue des take profit de l'ordre de 50 à 60% ici. J'en garderai une partie au cas où ça monte, hein, mais le but étant de financer les achats avant de recharger éventuellement vers cette zone-là et de se lancer peut-être à terme, donc horizon 2025-26, puisque normalement, si vous avez suivi ce que j'avais dit avant, si on se dirige vers une vraie crise de valeur avec une crise systémique d'ordre déflationniste en 2025-28, bien normalement, on a toujours un cycle d'appréciation très fort des actifs refuges historiques, type silver, gold, etc., et probablement les cryptos, qui devraient constituer des valeurs plutôt bullesques en amont de cette crise déflationniste. Mais, comme je vous l'ai dit, cette crise, c'est dans plusieurs années. Donc le gold to the moon, c'est clairement pas pour 2022. Mais comprendre que le gold sera probablement, tout comme l'euro-dollar, un des facteurs qui va taper les deux zones. La question, c'est de savoir dans quel ordre. Donc si vous avez compris le principe spéculatif, je résume. Le but n'est pas de parier avec un effet de levier sur le premier coup, mais bien de comprendre que les deux coups vont être faits et que dans tous les cas, normalement, la direction est plutôt haussière, due à ces tendances de fond. Donc, il vaut mieux de toute façon découpler sa stratégie en disant, si j'achète au moyen et que je viens choper la zone haute, il ne faut surtout pas être assez con pour oublier les take profit. Ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Mais bien de comprendre que si le marché va pour l'option inverse, est-ce qu'il est nécessairement obligatoire de déclencher des stop-loss sur cette stratégie-là? Non, mais je pense qu'encore une fois, il est intelligent de moyenner ses entrées et de dire, je paye des zones pas très attractives, mais supportées par des tendances haussières et donc une plus forte probabilité de taper la résistance d'abord, mais qui n'est pas garantie. Si jamais on avait une prise à contre-pied avec un repli vers le support, dans ce cas-là, on réalise une deuxième entrée, sans effet de levier, etc., hein, ou avec des effets de levier modérés, ce qui nous fait un prix d'entrée moyen ici. Évidemment, on définit des niveaux d'invalidation, hein, je vous le rappelle, mais on est normalement supporté par la tendance, ce qui fait qu'on ne devrait pas casser de support. Normalement, l'or ne devrait pas passer sous les 1500 $. Et après, évidemment, donc, on attend la mise en place du dernier mouvement haussier, qui sera donc, si vous l'avez bien compris, un excès final. Les structures de breakout sont ici, mais un excès final dans un actif qui a plutôt tendance à faire des excès dans tous les time frames, fait qu'effectivement, on pourrait avoir une vraie constitution de bulle spéculative en vue des années 2024, etc. Et encore une fois, CQFD, rappelez-vous ce que
Monsieur Armstrong nous donne. Alors je ne suis pas à la vision de Monsieur Armstrong bêtement, mais ça colle avec mes visions personnelles. L'apparition d'une bulle avec un cycle majoritaire qui se termine autour de 2024, autour d'une bulle d'actifs considérée comme refuge ou alternative au système financier actuel, gold, silver, probablement les cryptos, type Bitcoin, etc., qui devraient s'apprécier très fortement autour de cette fin de cycle mensuel que j'avais déjà en tête depuis bien longtemps, vers 2024. Voilà, j'espère en tout cas que ces choses-là sont assez franches pour vous. Je ne traite pas volontairement la partie commodities. Peut-être que j'en ferai une émission dessus, mais je vais être très franc avec vous. Moi, très sincèrement, j'aime pas vous parler de choses sur lesquelles je n'investis pas. C'est-à-dire, je parle pas si j'ai pas ce qu'on appelle en anglais skin in the game. C'est-à-dire, si c'est pas un truc dans lequel je suis personnellement investi, dans lequel je prends des risques, j'aime pas en parler parce que voilà. Donc, il y aura beaucoup de choses et j'aurai des arguments à présenter, mais on est déjà à 35 minutes d'émission, donc tant pis, sur la même direction hein, en termes de commodities. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas toucher à ce qui va être stock vivant, tout ce qui va être stock de nourriture, les grains, le café, etc. Voilà, je ne traite pas ces actifs-là parce que j'ai une certaine éthique quand même et que voilà, il y a des choses que je m'autorise pas à faire. Donc ça, je ne touche pas. Donc évidemment, c'est un choix perso, je vous l'impose pas. Vous pouvez y aller très clairement, hein, trader ce type de truc. Il y a clairement des bénéfices à faire là-dessus en achat sur repli pour viser donc des objectifs à moyen terme. Mais là encore, achat sur repli. Hein. Tout comme pour moi le WTI en mode one shot, on va tout exploser, way to the moon bro, etc. J'ai du mal. Hein. Je vous rappelle que pour moi, je pense qu'on repassera d'abord par des zones de valeur moyenne avant de réattaquer très brutalement. Hein. Je vous rappelle que tout repli ici sera à acheter. D'accord ? Et là, même chose, si on a une baisse du dollar d'abord, on aura peut-être un excès pour aller chercher les 100 $, mais la phase de reprise sur le dollar fera très probablement baisser la valeur relative du WTI, et c'est là qu'il faudra l'acheter. Voilà. Donc pour moi, la tendance du WTI étant très largement mature à ce stade-là, je ne joue plus du tout les scénarios haussiers sur ce type d'actifs-là. Voilà ce que vous avez donc à retenir en termes de commodities. Je touche pas, mais la même dynamique se met en place ici. Elle thématise l'arrivée sur des niveaux de résistance, que ce soit pour WTI ainsi que les différents actifs. C'est donc ce que vous pouvez utiliser en hedge pour la stratégie reprise de valeur du dollar. Parce que dans ce cas-là, si on a une très forte reprise de valeur du dollar, le WTI se pètera la gueule pour venir chercher les zones d'achat. Donc, les ventes sont possibles sur le WTI comme des hedges de stratégie inverse. C'est-à-dire, moi, vous le savez, je suis plutôt favorable des ventes dollars. Et pourtant, je vends aussi du WTI, ce qui est très contre-intuitif et très risqué, mais c'est un hedge dans la stratégie. Donc bon, plutôt que de me perdre dans l'explication de tout ce que je fais, donc essayez de vous faire comprendre un peu ces trucs-là. Que le WTI, la stratégie de l'année, c'est d'essayer de le choper à l'achat si jamais il se replie dû à un effet intéressant sur le dollar. Même chose, évidemment, sur tout ce qui va être commo en général, que ce soit grain, café, etc., tout ce que vous voulez, vous pouvez essayer de voir cacao, hein, toutes les commos habituelles. Je pense, même chose, un repli de valeur dû à un retour au dollar, vous avez les très gros supports ici qu'il faut payer à l'aveugle en vue donc de grands cycles de hausse parabolique des comos en direction de la fin du macrocycle de 2024. Voilà un peu donc tout ce qu'on a à dire. Et on va essayer donc de voir comment va se catalyser la fin de ce cycle, essayer de voir comment se comportent les différents métaux précieux également. Mais comme on l'a vu, hein, probabilité donc de voir d'abord un débasement du dollar, donc une pique, une hausse assez significative de valeur sur l'ensemble de ce qui est coté en dollars, sans nécessairement que ça se traduise par une forte hausse sur les actions. Puisque comme on l'a vu, les actions vont devoir constituer des ranges. Donc option numéro 1, on fait un petit pic dû à la baisse de valeur, donc maintien de la valeur relative des actions, égale si le dollar baisse, la valeur en dollars des actions doit monter. Dans ce cas-là, un petit ATH est possible. On aura eu dans ce cas-là une fausse sortie baissière de la zone de volatilité. On en fera une dernière ici avant de effectivement faire le pic et de manger donc là ici effectivement derrière une reprise très forte de la valeur du dollar qui fera mécaniquement baisser la valeur en dollars des actions. Et on entrera donc, comme je l'ai dit, dans le cycle consolidant qui prendra peu importe la forme, mais qui devrait donc normalement nous conduire jusqu'à avril 2023 en structure de consolidation derrière. Peu importe, donc on a dit un triangle, un ABC, on ne cherchait pas trop à... Voilà. Mais pullback donc sur la valorisation des actions, non pas dû à leur perte de valeur relative, mais peut-être à l'éclatement de certaines bulles insoutenables comme Apple et la perte et la reprise de valeur refuge donc du dollar qui sera due mécaniquement. Si on a un débasement dollar, il sera temporaire et il sera recorrigé dans l'autre sens probablement derrière. Voilà tout ce que vous avez à savoir sur les thématiques de type Forex, Como, et comment elles s'inscrivent dans le bordel général des cycles qu'on a vu dans l'émission précédente et comment ça peut impacter l'ensemble des classes d'actifs dont on a parlé dans les émissions encore avant.
Voilà, j'en ai fini pour 2022. Vous voyez que si j'avais essayé de combiner tout ça dans une seule émission, elle aurait duré 2h30 et ça aurait été clairement indigeste. Aucun d'entre vous ne l'aurait regardé jusqu'au bout. Donc j'espère que de manière coupée comme ça, vous avez compris l'ensemble des thématiques que je voulais aborder. Ciao, ciao!